Bonjour à tous, buongiorno. Merci beaucoup pour cette invitation et cette belle présentation. On est très très honoré d'être ici. Et c'est vrai que comme on a pu, on a pu l'évoquer lors de la présentation de notre travail et de l'endroit d'où on vient, il y a beaucoup de similitudes entre nos régions, notamment le caractère montagneux et surtout cet ancrage au territoire. Donc l'agence Orma Architettura, donc Orma comme en italien ça veut dire donc l'empreinte, la traccia, et c'est un mot qui est extrêmement important pour nous. C'est un mot autour duquel nous nous sommes fédérés, donc les 4 associés de l'agence. Donc aujourd'hui, nous sommes 3. Il y a Alicia qui est la 4e, qui n'a pas pu venir avec nous, mais qui, on va dire, a un rôle essentiel dans l'agence parce qu'elle est, en plus d'être architecte, elle est également architecte du patrimoine. Donc elle a fait ses études à l'école de Chaillot après son diplôme. Et donc finalement, c'est un peu aussi grâce à elle qu'on a développé, après nos études, cette culture du diagnostic, de l'analyse, et vraiment cette volonté de venir se raccrocher, de chercher l'ensemble des traces de l'histoire. Évidemment, ce lien avec l'histoire, on va dire, de notre territoire, donc la Corse, est indéfectible. La Corse, c'est en plus effectivement d'être une île montagne, on y reviendra, mais c'est un territoire qui est central dans le dispositif, on va dire, géopolitique méditerranéen, donc qui a subi et qui a, on va dire, vécu des influences importantes de par les pays qui l'entouraient, notamment l'Italie à une certaine époque. Et en fin de compte, c'est cette position centrale au cœur de la Méditerranée qui fait aujourd'hui qu'on a un patrimoine qui est extrêmement riche et que nous, en tant qu'architectes, par notre pratique, on a vraiment envie de révéler et de s'inscrire dans cette continuité historique. Donc c'est une île montagne qui est caractérisée évidemment par ses côtes, mais bien sûr par ses plus de 120 sommets qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude, et donc qui font qu'on a une topographie extrêmement marquée sur l'ensemble du territoire, donc qui est marquée d'un point de vue topographique, donc extrêmement vallonné, extrêmement montagneux, mais aussi d'un point de vue géologique. Chaque région a des caractéristiques géologiques qui lui sont propres. Au sein d'un si petit territoire d'environ 8500 km², eh bien, on a des régions qui sont caractérisées par de la roche granitique, d'autres par du schiste et d'autres encore plus ponctuellement par du calcaire. Et c'est ce qui donne toutes ces ensembles de spécificités, de micro-spécificités à ce petit territoire. Culturellement aussi, le fait que ce soit une île montagne, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les côtes, qui étaient synonymes de lieux de danger, d'invasion, étaient très peu occupées auparavant, et culturellement, les populations corses ont toujours vécu dans la montagne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a encore cette culture montagnarde qui est extrêmement forte. Donc la diversité de ces paysages est extrêmement perceptible d'un point de vue architectural, la diversité de ces géologies aussi. On a donc effectivement des variétés importantes de sols géologiques, avec donc des constructions qui ont été historiquement construites avec les matériaux que les gens avaient sous leurs pieds, et qui donc témoignent systématiquement de cette variété géologique, avec des constructions en schiste dans les régions schisteuses, des constructions en granit dans les régions granitiques, des constructions en calcaire dans les régions calcaires. Et c'est vrai que cet endémisme constructif est quelque chose qui nous a toujours touchés, et qu'on a eu envie, à travers notre vision du territoire duquel on est originaire, mais qu'on aime aussi profondément, eh bien qu'on a eu envie de perpétuer aujourd'hui. En plus de ces spécificités géologiques, la Corse, c'est un territoire qui est extrêmement naturel et peu peuplé aujourd'hui.
donc très peu dense, comme ça a pu être dit lors de la présentation. On a des paysages qui ont été extrêmement bouleversés suite aux 2 Premières Guerres mondiales. Donc on avait auparavant des zones qui étaient extrêmement cultivées. Et puis beaucoup d'hommes sont morts à la guerre, et puis ces zones sont tombées en décrépitude, sont tombées en friche, et puis la forêt, petit à petit, contrairement à beaucoup de régions où l'agriculture finalement a tendance à grignoter sur les espaces forestiers, bien en Corse, ces raisons historiques ont fait qu'aujourd'hui la forêt est en train finalement de s'étendre de plus en plus. Donc ces paysages extrêmement variés et extrêmement sauvages pour la plupart nous donnent en fait, on va dire, une certaine responsabilité vis-à-vis d'eux. On a vraiment cette volonté à travers notre pratique architecturale, et c'est ce qu'on pourra vous présenter dans les projets qui viendront par la suite, mais on a vraiment envie de s'ancrer dans une attitude extrêmement respectueuse vis-à-vis de ces paysages sauvages et surtout encore préservés. Donc l'agence Aurum Architectura se situe dans la montagne, donc à Corté. C'est un lieu qui est extrêmement important pour nous de par sa position centrale, de par le fait que Corté soit historiquement une ville qui ait une grande force, une grande histoire, une grande puissance à l'échelle de la Corse. C'était la capitale de la Corse lorsque la Corse était un pays. Et c'est un endroit où en fait on a une sorte de mélange culturel de toutes ces micro-cultures, de tous ces micro-territoires qui se trouvent sur le pourtour de l'île. Donc, au fil des années, de ces 10 années de travail, on a essayé d'identifier un petit peu des choses qui nous ont inspirés dans ce territoire, qui ont alimenté notre inconscient, qui ont alimenté aussi nos réflexions et nos sensibilités. La première qu'on avait envie de partager, c'est effectivement, vu qu'on est sur un endroit extrêmement vallonné, l'atmosphère du lieu et l'ancrage à la pente aussi est un thème qui est prépondérant pour nous, de par la topographie bien sûr des sites et de par finalement le rapport qu'entretiennent des constructions ancrées dans leur territoire avec le paysage. La seconde, c'est l'analyse et la compréhension. Donc l'analyse et la compréhension de ce qui nous a précédé, ce qui a existé avant nous. C'est un petit peu cette culture du diagnostic que j'évoquais auparavant, mais qui nous permet finalement d'essayer à chaque fois de comprendre pourquoi, à un moment donné, à une époque, on a construit de cette manière-là, d'essayer de comprendre comment les gens vivaient à cet endroit-là, à cette époque-là. Et finalement, ça nous permet, lorsqu'on intervient dans un lieu, de maintenir un fil directeur, un fil historique, de s'inscrire dans une continuité, de s'inscrire dans une période de l'histoire sans rupture avec ce qui nous a précédé et en anticipant de s'inscrire dans les générations qui viendront après nous, et que ces derniers, quand ils analyseront un projet ou un travail qu'on a pu faire, eh bien, ils essaieront de comprendre aussi pourquoi on a fait ça et à ce moment-là, à cet endroit-là. La mémoire rétinienne, c'est un thème aussi qu'on aime beaucoup développer et qui est extrêmement important dans notre pratique. Je pense qu'on le comprendra mieux avec la présentation des projets, mais en fait, c'est une manière un petit peu de légitimer de l'architecture contemporaine, aussi bien pour nous dans notre réflexion, dans notre travail à l'agence. Donc comment est-ce qu'on intègre des éléments architectoniques du passé dans des constructions qui ont une écriture extrêmement contemporaine. Donc cette mémoire rétinienne et collective, finalement, on essaye à chaque fois de la solliciter, de solliciter un peu cet imaginaire d'éléments traditionnels, également pour légitimer auprès d'élus ou auprès du grand public de l'architecture contemporaine dans des sites qui ont parfois des caractères patrimoniaux extrêmement forts.
Donc pour on a choisi de structurer cette présentation à travers 2 prismes. Le premier, ce sont des projets qui sont plutôt extrêmement ancrés dans leur territoire montagnard. Et la seconde partie qui viendra plus tard, c'est un territoire plutôt littoral, mais on va essayer de montrer la manière dont on se sert systématiquement de toutes les traces du passé pour générer du projet. Donc, comme vous l'a expliqué Michel, la Corse est un territoire, mais c'est aussi de nombreux micro-territoires avec chacune leurs particularités. Et nous allons commencer par les 2 premiers projets qu'on voudrait vous présenter. Donc, on a nommé dans la zone montagne. Je pense que vous reconnaîtrez le mot. Donc, ces 2 projets sont inscrits sur 2 communes voisines qui sont espacées à vol d'oiseau de 2 ou 3 kilomètres et qui sont installées au pied de la montagne, au pied de la chaîne du Monte Cinto. Et aussi, surtout, un point très important, qui sont insérés dans une forêt territoriale où on retrouve énormément de châtaigniers et de pin laricio. Donc le pin laricio de Corse, pour information technique, il a une particularité pour avoir des troncs très longilignes et très rectilignes qui permettent de sortir des très longues sections de bois massif. Et aussi sa particularité, c'est qu'il a une fibre très serrée et qui lui donne une capacité constructive très importante. Donc c'est l'un de ces bois-là aujourd'hui qui a été exploité pendant des années aujourd'hui en Corse, qui aujourd'hui est quasiment plus exploité, puisque je connais pas la situation de la pratique du bois dans la vallée d'Aoste, mais pour nous en Corse aujourd'hui, toute la filière bois est un peu désorganisée et on a quasiment plus d'exploitation et de transformation de bois locaux. Et souvent les charpentiers aujourd'hui font appel à plutôt à de l'importation de bois nord-européen ou de bois exotique. Donc le travail qu'on s'est attelé à faire avec les 2 communes et avec les 2 maires aussi, parce que c'est des petites communes où les maires sont vraiment partie prenante des projets. Donc c'est de recréer toute la filière locale avec les personnes qui étaient encore sur place, qui aujourd'hui, qui vivotent encore aujourd'hui du bois, mais qui ont aussi des activités connexes pour survivre. Et en ayant identifié toutes ces personnes-là, on a remis en marche tout un système pour mettre en avant cette filière. Donc la première chose, c'était de travailler avec la collectivité de Corse, puisque les forêts sont territoriales en Corse, elles appartiennent à la collectivité de Corse, elles sont régionales, elles appartiennent à la région. Donc pour avoir des zones d'exploitation. Puis on a retravaillé avec un scieur, alors qui avait un matériel qui est un peu, je dirais, vétuste, parce que c'est du fait qui transforme aujourd'hui quasiment plus de bois, c'est plutôt du bois de coffrage ou du bois de chauffage aujourd'hui qu'il exploite dans les forêts. Donc on a retravaillé avec lui pour voir qu'est-ce qu'on pouvait extraire comme élément scié de ces scieries. Et en fait, enfin, on a retravaillé avec des charpentiers locaux, où on a aussi travaillé avec un séchage naturel de ces bois, puisqu'on n'a pas de séchoir à bois en Corse. Le bois en général est séché dans le nord de l'Italie ou en Sardaigne, tout dépend des sections. Donc on a mis en place aussi un séchage local pour garder une démarche environnementale la plus proche du territoire. Donc le premier projet qu'on va vous développer, c'est un petit projet, c'est le haut-vent de Evisa. C'est un haut-vent d'une école, c'est une école où il y a une seule classe, c'est une classe avec... alors je ne sais pas si en Italie c'est comme ça, mais c'est du CP au CM1, donc il y a un peu toutes les classes qui sont en une section.
c'est un bâtiment qui va venir s'inspirer de la forêt, de la forêt en châtaignier. On voulait en fait construire un élément accueillant, généreux comme les troncs de châtaignier, et puis comme l'est le châtaignier, puisque c'est un arbre nourricier, et puis c'est un arbre par sa force et par la générosité de ses proportions qui le rend assez accueillant. On va travailler sur 2 types de bois. Alors, on va travailler sur un bois en pin la riche pour tout ce qui est charpente et pour tout ce qui est porté. C'est un pin, donc on a pu voir dans l'ère mégalithique, ils utilisaient déjà du pin la riche. Alors, je pense qu'il était de la région. Et donc, on va travailler donc sur l'aspect charpente avec le pin la riche, et on va travailler avec le châtaignier pour sa compétence, et surtout pour sa résistance à tous les éléments extérieurs, parce que chez nous on appelle ça un classe 4, en enveloppe de la structure. Donc voilà quelques photos de la construction. Donc la partie primaire qui est toute en pin la riche, et toute la filière qu'on a pu mettre en œuvre. Donc on a donc toute la partie abattage où on a dû mettre en place. Alors on a une particularité en France, c'est qu'on est soumis au Code des marchés publics, et le Code des marchés publics ne permet pas de commander directement du pain la riche de Corse, puisqu'on doit une égalité internationale entre tous les matériaux. Donc c'est pour ça, comme je vous disais, qu'on a dû mettre en place tous les acteurs de la filière, et tout d'abord la collectivité de Corse qui nous a mis à disposition des arbres sur pied, et qui l'ont exploité, qui nous ont mis en place du bois bord de route. Et c'est ce bois bord de route, c'est cette coupe qu'on est venu utiliser et qu'on est venu transformer. Alors, une seule poutre du Haut-Vent a été réalisée en lamellé collé traditionnel de pin la riche, puisqu'on a débité les planches et on les a assemblées sur un banc de lamelliste local. Et puisque c'est une poutre qui fait plus de 13 mètres et 1 mètre de haut, et donc on n'a pas réussi à trouver des sections de pin la riche qui permettaient ça. Le second projet dont on voulait vous parler, toujours dans la même région, qui est toujours très proche, donc c'est les logements de Christinach. On a continué cette démarche environnementale avec la commune, puisque c'est l'avantage, je pense, de travailler dans ces territoires, c'est qu'ils sont très proches de l'environnement, mais aussi, je dirais presque hyper nationalistes, puisqu'ils aiment vraiment utiliser les matériaux qui sont sur leur territoire vraiment pour les mettre en valeur, puisque c'est vraiment leur force aujourd'hui à ces territoires un peu en recul. Donc, on a utilisé la même filière, le même bois de la même forêt, donc de la forêt d'Ayton, qui est à 8 km des logements. Donc le bois aller-retour a fait 120 km. On a mis en place aussi en parallèle toute une normalisation passive house sur les logements qui était aussi importante et qui nous a aussi permis d'obtenir des subventions, parce que toute cette filière-là a aussi un coût, et quand on sort souvent des cadres traditionnels, je dirais, de la commande chez des grossistes, etc., souvent il y a des coûts aussi à intégrer. Donc on est venu aussi travailler donc avec ce bois local. Alors on a développé la conception, puisqu'on a été jusqu'à construire nos menuiseries en pain local, donc c'est-à-dire qu'on a débité, on a fait du carrelet, etc. Donc tout ça sur place. Donc l'idée de ces logements aujourd'hui, comme en parlait Michel, c'est aussi de continuer cette mémoire étinienne, où on retrouve non loin de notre site une construction qui a été faite par les ouvriers forestiers, où on retrouve une certaine logique constructive. Finalement, on n'invente rien. On a un socle minéral qui permet d'isoler le bois
d'isoler le bois de la terre et pour le rendre plus pérenne dans le temps. Bon, c'est des logiques paysannes qu'on retrouve dans la vallée d'Aoste, dans toutes les zones rurales qui utilisent du bois. Et cette logique, on l'a un peu continué sur les logements au travers d'un soubassement minéral qui va venir liaisonner les deux niveaux de route, puisqu'on a une ruelle basse, une ruelle haute à tenir, et au-dessus, on va ériger toute la partie bois. La particularité aussi de ces logements, c'est qu'on va venir épouser la totalité de la parcelle. On va même aller au-delà, puisqu'on va franchir un passage public, qui est le petit escalier qu'on voit... Attends, peut-être que tu peux le montrer. Qui est le petit escalier en fait, qui vient se glisser entre les logements et qui va venir être abrité sous la terrasse. Et on va venir aussi continuer un peu la logique d'implantation locale avec des éléments verticaux, côte à côte, qui vont venir marquer une sorte de topographie dans le village. Donc la partie en bois qu'on peut voir qui vient se poser vraiment sur ce socle minéral qui vient au niveau de la rue haute. Donc ce qu'on a voulu aussi faire dans ces logements, il y a tout d'abord une typologie architecturale habitée, c'est-à-dire qu'on a voulu que chaque logement entre depuis la rue, parce que pour nous c'était important, parce qu'on est dans un village, et dans un village, chaque maison traditionnelle a son porte, à sa porte, son portail directement sur la rue. On retrouve souvent des personnes âgées sur leur banc juste à côté. Donc cette histoire, on a voulu la continuer. Donc l'expression de l'architecture, c'est aussi l'expression des logements où on a des duplex et des triplex côte à côte. C'est des logements communaux qui sont. C'est des logements communaux donc qui ont été conçus et imaginés par la commune pour installer des jeunes aussi dans la commune, parce que c'est une commune qui a aujourd'hui 35 habitants. Donc aujourd'hui, elle voudrait aussi attirer des jeunes, des agriculteurs, des familles pour vraiment pérenniser le village. Et dans l'architecture qu'on a voulu lui donner aussi, il y avait une histoire, parce que comme vous pouvez le voir, on est dans un village d'architecture de pierre, et on voulait au bout d'un moment, puisqu'il y avait le bois vient de la commande, mais vient aussi de notre volonté, et on voulait vraiment que le bois raconte cette architecture de pierre, très épais, où la fenêtre disparaît dans les profondeurs des tableaux. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu exprimer. Cela, on l'a exprimé avec un jeu d'épines qui vient aussi raconter la structure du bâtiment, parce que c'était aussi important pour nous aussi de raconter aussi cette structure. Et on voit derrière ces épines des failles qui nous font deviner les fenêtres, mais qui disparaissent dans la profondeur. On a été aussi aidé vraiment par le passif, puisqu'on va avoir, je vais vous le montrer après, des parois très épaisses. Donc, vous avez à gauche le plan de rez-de-chaussée, donc qui est un logement, qui est un T2, et à droite, vous avez le plan des deux logements en partie haute, où vous voyez les deux portes qui permettent d'accéder au logement. La coupe, donc le rez-de-chaussée qui est un appartement, et on voit verticalement les deux appartements séparés par un mur mitoyen et implantés de manière mitoyenne à une autre maison, afin de continuer aussi un peu cette continuité de constructive historique où on venait s'accoler à la maison du voisin pour continuer à construire le village. Donc comme je vous en parlais, on est venu travailler l'ensemble de la structure en bois massif issu de la forêt. Donc on a travaillé avec le scieur pour connaître aussi les sections, les longueurs maximales qu'il pouvait extraire, puisque on avait un peu plus de 8 mètres, parce que son banc de sciage faisait 8,50 mètres, plus le débit en entrée et en sortie, donc ce qu'il allongeait.
on va avoir une paroi qui va être isolée en laine de bois et contre-isolée à l'intérieur et à l'extérieur afin de couper tous les ponts thermiques, aussi en laine de bois. Vas-y, tu peux continuer. Donc, on voit la partie haute du bâtiment et son rapport au sol, où on voit qu'on vient vraiment se poser sur la rue. On va venir légèrement se décoller pour retrouver ce socle minéral, mais aussi pour isoler le bois du sol. Et vous retrouvez ce complexe d'épines qui vient raconter toute la structure intérieure et qui vient nous permettre de masquer quasiment l'ensemble des fenêtres et l'ensemble des volets pour retrouver une sorte d'architecture assez essentielle où on va lui enlever tous les stéréotypes de l'architecture et lui redonner un côté le plus naturel possible. Donc les espaces intérieurs où on a vraiment voulu, au bout d'un moment, que malgré toutes ces contraintes, c'est-à-dire qu'on réponde et qu'on réinterprète une architecture assez austère, assez fermée, puisque l'architecture de ces villages, c'est des façades en pierre très épaisses avec peu d'ouverture. Et finalement, on s'aperçoit que de l'intérieur, on a réussi à trouver des cadrages, à trouver un nombre d'ouvertures répondant aux contraintes actuelles, puisque les contraintes d'habitat actuelles, je pense que ne sont plus les mêmes que celles il y a 200 ans, quand on construisait ces bâtisses de pierre, et où on vient trouver vraiment des continuités intérieures-extérieures entre les espaces, qui vient vraiment reconnecter ce bâtiment au paysage. Donc la position de la fenêtre qui était aussi importante, puisqu'on va avoir des murs qui vont faire plus de 35 cm, où on va rentrer la fenêtre suffisamment pour la faire disparaître et pour pouvoir, comme vous le voyez sur l'image, masquer le volet puisqu'il va prendre l'épaisseur de l'épine, et où on va être suffisamment aussi avancé pour prendre un maximum de clair de vitrage et d'apports solaires pour les logements. Puisque, comme je vous le disais, c'est des logements labellisés à la livraison Passive House, et on a pour chaque logement un chauffage de 1000 watts pour chauffer l'ensemble des logements. Donc c'est aujourd'hui les apports solaires, malgré que ce soit un village qui soit à plus de 700 mètres à plus de 800 mètres d'altitude, c'est les apports solaires et les calories des habitants qui aujourd'hui vont permettre de chauffer les logements. Aujourd'hui, on a travaillé, alors il y a eu un système d'acceptation pour les clients, c'est pour ça qu'on a un petit chauffage, parce que pour eux, il n'était pas possible d'avoir un logement sans chauffage. Donc on a un chauffage qui est plus, je dirais un placebo, que vraiment quelque chose qui va chauffer les logements. Donc vous voyez les jeux des terrasses, et vous voyez aussi à droite la partie basse, donc la jonction avec la ruelle basse. Donc la partie béton qu'on est venu coffrer avec la même planche que les habillages en bois, que le bardage en bois, et où on est venu faire une continuité et qui vient faire la partie minérale, la partie en soutènement de la route. Et le projet, au bout d'un moment, comment aussi vit la nuit, parce que c'était important de proposer cette image entre chien et loup, où on vient découvrir ces failles, au travers des failles de lumière, toutes les ouvertures dans ce bâtiment. Donc, on va passer à un second territoire, alors qui va être divisé en deux parties. La partie plutôt, je dirais, granitique, et la partie plutôt que Jean-Mathieu fera dans un second temps, la partie plutôt calcaire. Donc avec le premier projet, Vigna Major. Donc Vigna Major, je pense que vous le comprenez comme nous, puisque je pense qu'on se retrouve sur ces points-là. Donc la vigne majeure, c'était un coteau où était plantée une vigne sous le village d'Olmiet, entre Sartène et Ajaccio. Et lorsque les clients nous ont appelés, tout de suite, déjà le nom du site nous a interpellés, et puis il y a cette matière tout de suite quand on arrive sur site qui est une sorte de tuf ocre qui nous a très fortement interpellés,
et qui est à la fois à l'origine et aussi la matière du projet. Donc, le projet aujourd'hui, il s'est organisé autour c'est un restaurant de plein air et c'est un camping de plein air, en fait, Vigna Major, où les propriétaires disposaient en fait d'une sorte d'esplanade avec un restaurant existant qu'on n'a pas modifié, qui a une vue sur la mer et sur le golfe du Valink assez remarquable et même qui est l'une des plus belles de la région. Mais sauf que pour eux, quand les clients arrivaient sur site, ils ne percevaient pas l'immensité du paysage qu'ils avaient en face. Et ils voulaient créer aussi un espace aussi un peu plus remarquable au sein de leur équipement qui allait venir compléter leur offre hôtelière. Donc l'idée a été au bout d'un moment de créer une sorte d'enclave dans ce camping, puisque c'est un camping de 400 places, donc assez étendu. Donc de créer une sorte d'enclave où on va amener les gens dans un espace où on va vraiment leur amener à cadrer ce paysage. Et ce qui va nous aider à cadrer ce paysage, c'est qu'on les amène d'eau et à traverser une sorte de soutènement en terre massive où on va retrouver toute une somme de programmes. Donc toute la partie avant du programme, c'est une partie plutôt liée au bien-être avec un spa, puisqu'on va avoir un jacuzzi avec des activités qui sont liées à la piscine, avec une zone de musicothérapie, une partie AMAB, et toute la partie arrière est liée à toute la partie vestiaire et à la partie réception. Et toute l'esplanade va être un jeu d'éléments de poteaux et de casquettes qui va nous permettre de venir, vous allez le voir, faire un jeu entre les arbres et entre les horizontales pour vraiment cadrer ce paysage. Donc dans un premier temps, comme je vous en parlais en introduction, on a mis tout un travail en place sur la matière, donc c'est-à-dire que toute la terre qu'on a extrait du site, on les a réutilisées dans nos bétons, parce que la matière pour nous était tellement remarquable et on s'est dit que quand on commençait à faire une coupe avec un engin mécanique, on s'est dit in fine le mur il est là, donc il faut vraiment qu'on raconte ce souterrain qui est l'histoire du site, puisque c'est les minéraux qui ont fait la Vigna Major et un jour. Donc l'idée ça a été vraiment d'intégrer tout ce minéral dans nos bétons, où on a fait plusieurs échantillons et plusieurs travaux pour travailler une résistance, puisqu'on a fait ça de manière un peu autonome, je dirais, sans être vraiment encadré à l'origine par des ingénieurs et par des spécialistes, où on a vraiment travaillé avec un artisan qui connaissait un peu la construction de terre, qui avait déjà fait un peu de construction de terre, et comment, alors on n'est pas sur de la terre pure, on est sur un béton de terre, parce que il y avait une crainte du client face à la construction que de terre, sur sa pérennité. Donc on est vraiment travaillé sur un béton de terre. Et donc toutes ces terres, on est venu les réintégrer pour trouver des espaces, in fine, qui vont raconter cette excavation qu'on a faite, comme si vraiment le public va se promener dans cette zone excavée. On est venu travailler aussi avec des matériaux un peu plus luxueux, je dirais, parce qu'il fallait amener au bout d'un moment à cette terre ce côté précieux qu'elle avait et ce côté précieux historique, parce que pour nous, il était important aussi de révéler ce côté précieux. Et ça, on est venu travailler avec des menuiseries en laiton, où on est venu designer chaque élément et chaque objet jusqu'à la poignée, puisqu'on a vraiment réussi à travailler avec des artisans qui avaient vraiment envie de faire ce projet et de magnifier tout ça. Donc, une coupe sur l'intérieur, où il était important aussi, quand on se retrouve dans une zone excavée, comme une sorte de mine, il est important aussi de jouer avec la lumière.
Et cette lumière, elle va venir aussi révéler cette profondeur et ces épaisseurs de matière, puisqu'on a des murs qui font plus de 35 cm d'épaisseur, qui ont tous été compactés manuellement par des ouvriers. Et ce qui est aussi important à dire, c'est que intuitivement, on est venu utiliser le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire qu'on est venu travailler avec du béton de terre en compression, c'est-à-dire pour l'ensemble des murs, et on est venu travailler avec un béton architectonique, comme vous le voyez, un béton gris en couronnement, qui va venir protéger ce béton de terre et donner une pérennité aussi à ce béton. Donc une coupe sur l'extérieur, où on est aussi venu travailler tous les espaces extérieurs avec un jeu de pierre qui nous permettait aussi de rattraper l'ensemble des sols et de masquer tous les éléments techniques du miroir d'eau. Et enfin, toute cette coursive qui, au bout d'un moment, lorsqu'on traverse tout ce bâtiment, on sort face à cette coursive, où on va venir jouer sur un jeu de poteaux métal et un jeu de poteaux béton, qui ont aussi une vocation technique. Les poteaux métal sont des descentes pluviales et les poteaux béton sont des éléments structurels et vont être aussi un jeu esthétique, puisque comme on peut le voir sur cette façade, ils vont jouer aussi avec les troncs des arbres et venir se confondre, et vont venir ces deux horizontales vont venir enfin créer une sorte de cadrage assez synthétique sur tout le golfe du Valin. Donc, encore quelques photos de l'intérieur où on est venu travailler chaque élément, les portes-serviettes, les éléments de portail, parce que, comme je vous le disais au départ, pour nous, il était vraiment important qu'on ait des éléments un peu précieux qui viennent donner toute sa noblesse à ce béton. Donc, je vais passer la parole à Jean-Mathieu qui va continuer cette histoire. Bonsoir. Alors, pour compléter ce qu'a dit François, c'est qu'en fait, dans chacun de nos projets, on étudie et on est particulièrement intéressé et passionné par la façon dont les hommes ont su appréhender et organiser le paysage et les territoires avant nous. Et on se définit un petit peu... Justement, notre pratique, on l'a définit un petit peu comme des archéologues. Justement, on est dans un centre aujourd'hui d'archéologie où on va étudier chaque trace, chaque indice laissé par les populations précédentes sur la façon dont on s'est adapté avec les contraintes naturelles. On a adapté et conçu des savoir-faire pour concevoir et faire naître l'architecture. En l'occurrence, ce projet, le projet que vous voyez ici, ce sont des premiers tests d'un projet qui n'est pas encore sorti de terre, qui est un théâtre de verdure sous la citadelle de Calvi. Et on a de suite été passionné par la manière dont nos prédécesseurs génois ont su travailler avec la roche locale, la topographie, et incorporer en fait dans des maçonneries de chaux finalement la pierre locale en tout venant, comme on appelle, donc toute la pierre qu'ils trouvaient, issue du même caillou où se posait la citadelle. Et du coup, on s'est mis à rechercher des modes des modes constructifs capables de mettre en relation notre nouvel ouvrage avec le paysage de manière similaire, mais tout en transposant au savoir-faire qui aujourd'hui sont contemporains. Donc, vous voyez ici une série d'échantillons qu'on a réalisé nous-mêmes. Voilà, là, vous voyez sur la photo Léo, notre dernière arrivée à l'agence, qu'on a mis au travail pour nous aider à réaliser une série de planches d'échantillons qu'on va en fait glisser ensuite dans nos cahiers des charges
pour donner à l'entreprise une esthétique de rendu, une méthodologie de savoir-faire, parce que c'est des choses qui finalement, pour des entreprises qui n'ont pas du tout l'habitude, qui font des maçonneries traditionnelles, sont assez difficiles à faire comprendre. Et du coup, on passe par ce travail, nous aussi, en interne, d'échantillons, et où on voit donc les blocs de pierre, hein, de granitique, incorporés dans ces voiles de chaux, et différentes techniques pour le travailler, et mettre, et finalement faire ressortir ce lien entre la falaise et notre ouvrage définitif. Alors ça, c'est un autre projet qui parle un petit peu du même type d'expérimentation. C'est un antiquarium, donc c'est la même chose que ce bâtiment-là. Ça sert à protéger des fouilles, mais en tout petit, voilà, en minuscule. La découverte d'un baptistère paléochrétien dans une opération immobilière de logement pousse la commune à arrêter les travaux et commande une sorte de parapluie pour protéger cet ouvrage d'une grande valeur. Et c'est là donc où nous intervenons. Dans ce travail-là, le lien entre finalement la trace passée, donc en plus très ancienne, de grande qualité, c'est finalement cette terre qui a abrité pendant plusieurs milliers d'années un site archéologique, et on vient créer un parapluie qui met toute cette terre à l'honneur, comme si on avait soulevé une strate de terre et révélant la fouille. Et cette terre en fait est utilisée en fond de coffrage sur le béton. Et c'est la terre en fait qui était présente sur les fouilles qui nous a servi à réaliser le coffrage pour cette dalle, et qui crée immédiatement une sorte de lien sensoriel entre le programme et ce qui se passe en dessous. Très souvent, finalement, la terre, comme je vous dis, ce travail d'archéologie nous pousse à retrouver des choses, et finalement, on se rend compte que comme la visite qu'on a pu avoir aujourd'hui des origines de l'homme et de ses premières relations à l'architecture jusqu'au XIXe siècle, tous les matériaux employés proviennent quasiment de ce qui se trouve autour ou sous nos pieds. Et d'un coup, arrive le 20e, 21e, où de nouvelles techniques apparaissent, mais aussi beaucoup de matériaux qui parfois, les liens sont un peu plus compliqués à comprendre. Et on se rend compte que en réutilisant cette manière de faire, assez simple et vernaculaire finalement, un lien un petit peu... un lien sensoriel vraiment s'établit et génère une sorte de légitimité à notre intervention. Ici, vous avez une autre série d'échantillons qui nous ont servi pour ces deux projets différents, d'où la teinte un peu différente que vous voyez sur les échantillons. À gauche, c'est un hôtel dans la région de Cargèse, et à droite, une école, un centre d'art, mais deux sites où finalement, encore une fois, la terre avait une grande valeur, parce qu'autrefois, elle était cultivée d'un côté pour faire du grain, on a retrouvé des traces d'un moulin, et de l'autre, c'était tout simplement les plaines nourricières de la Corse, finalement. Et finalement, des régions granitiques où le granit, les carrières de granit, malheureusement, principalement pour des raisons réglementaires et environnementales, n'existent plus en Corse. Et finalement, nous oblige à trouver d'autres solutions pour utiliser ce granit. Et du coup, ce sont des décompositions granitiques issues du sol qu'on mélange à nos bétons pour recréer un lien avec le sol. Voilà, donc là, c'est le chantier de l'hôtel en cours.
avec la série de voiles qui séparent les chambres les unes des autres et qui vont être aussi perceptibles de l'intérieur. Donc l'avantage aussi esthétique de cette matière qui, on le voit aussi sur la photo de gauche, immédiatement vient s'adapter et dans l'atmosphère du lieu. On voit le village de Cargèse en fond, avec une forme d'homogénéité chromatique, cette mémoire un peu aussi rétinienne dont parlait Michel au début. Ça m'amène donc un autre projet. C'est une extension pour un tout petit hôtel de campagne à Bonifacio. Un hôtel vraiment, somme toute, voilà, en campagne, sans vue mer particulière, où on s'est adapté à une ressource qui est assez particulière en Corse, la roche calcaire. Pareil, qui est très peu exploitée aujourd'hui, si ce n'est en pierre de ramassage. Et cette construction vernaculaire, qu'on appelle barakoun, que vous voyez en photo, utilisée par les bergers, parsème le territoire. Elle servait d'une part à dépierrer les terrains pour pouvoir les cultiver, et d'autre part à abriter les récoltes ou les bêtes. Et finalement, de cette construction nous dit déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que cette pierre qui remonte à la surface est très plate et permet d'être et de très petit calibre, et du coup est utilisée avec des formes assez libres, et très très souvent la courbe en tas de charges assez simples, et entretient une relation très étroite avec la nature, car souvent ces pierres sont le nid de dépôts, de graines qui permettent aussi une relation étroite à la végétation. C'est cette atmosphère qui nous a de suite interpellés et que nous avons essayé de transposer en fait dans un projet contemporain. Là, c'est une des images du projet, mais voilà, on essaie de recréer cette relation à la nature, à la campagne, dans un jardin, tout d'abord, et l'utilisation de cette pierre de ramassage en direct qui s'accompagne de la possibilité d'utiliser la courbe. Cette courbe que nous avons ensuite finalement transcendée et utilisée, mise en relation avec un programme contemporain de suite. Donc là, voilà, c'est le plan. Et cette courbe, elle nous sert à gérer l'intimité des chambres, gérer les accès individuels, à gérer aussi l'intimité, c'est-à-dire que chaque courbe sur l'extérieur du projet, sur la périphérie de la parcelle, génère des jardins avec un petit bassin, avec des ambiances propres, qui lui sont propres, et crée aussi des espaces un petit peu, on va dire, insolites, où la végétation, du fait du sens des courbes, semble pénétrer l'espace intérieur. Ouais, donc là, on met une fois de plus en relation finalement l'ouvrage vernaculaire qui couplait parfois des murs arrondis de protection qui protégeaient les arbres fruitiers, notamment du vent. Cette fois, ce n'est plus forcément la même utilisation. Aujourd'hui, c'est plutôt le marcheur, l'utilisateur qui va déambuler, marcher dans cette circulation, abriter du vent avant de rentrer dans sa chambre. Et ensuite, l'espace extérieur, le jardin, va pénétrer la chambre dans cet arrondi. Encore une fois, l'utilisation des matériaux est primordiale parce que cette pierre calcaire a de nombreux avantages, en plus de sa localité, mais elle n'est pas capable de franchir de grandes portées. Or, la commande et le besoin étaient liés à une volonté de lumière dans ces chambres. Du coup, on exprime des apparitions en détail de matériaux contemporains, comme ce linteau courbe en béton brut, où chaque courbe a été donc adaptée
à chaque chambre, parce que toutes les courbes ne sont pas les mêmes et s'adaptent au jardin et au préexistant, finalement, naturel. Et donc, l'utilisation, encore une fois, du matériau pour ce qu'il est capable de faire, et la pierre qui s'autoporte, et le linteau connecté à la structure intérieure qui franchit. C'est une coupe en détail du procédé constructif, où on a utilisé cette fois-ci, tu peux remettre l'autre, c'est bien. On a utilisé une brique de terre cuite couplée à de la pierre, et donc un matériau sans rupture une paroi sans rupture entre l'intérieur et l'extérieur. Car une fois de plus, en analysant la manière un petit peu de chercheur, ce qui génère un confort dans ces constructions vernaculaires, c'est souvent leur inertie, leur massivité, et très souvent l'isolation par l'intérieur standardisée empêche cette inertie et ce confort d'été, de cette fraîcheur emmagasinée, d'être répercutée. Donc on est parti sur une paroi très épaisse, avec une brique de terre cuite intégrant de la laine de bois, qui s'adaptait aussi à notre mode constructif et à l'arrondi, qui permettait d'exécuter une sorte de continuité entre l'intérieur de la paroi et l'extérieur, finalement de contrecarrer les problèmes des anciennes constructions faites de briques et de pierre, un peu limitées en matière de confort d'hiver, mais retrouver le même confort d'été et la même fraîcheur intérieure emmagasinée. Voilà, c'est une autre partie du chantier où on montre un petit peu le procédé et la jonction entre la pierre et la brique. Donc ça, c'est une forme d'utilisation de la pierre locale dans on va dire dans l'univers de la campagne bonifacienne et du lien qu'il pouvait y avoir avec cette utilisation. Finalement, on est intervenu à plusieurs reprises dans ce territoire, et ce qu'on veut dire aussi, c'est que ce qui est bien avec notre travail, c'est qu'il y a une infinité de possibilités à chaque fois pour créer un résultat qui peut être tout aussi satisfaisant et tout aussi légitime. Et on s'est attelé à travailler avec différents modes constructifs dans cette région. Parfois en travaillant la pierre calcaire brute de sciage, comme vous le voyez sur la photo de gauche, qui fait écho directement à la falaise et qui crée un lien direct avec le paysage. Et parfois, quand les contraintes programmatiques et du maître d'ouvrage l'imposent, en bois local. Alors ici, c'est un petit pavillon qui vient d'être achevé. On n'a pas encore malheureusement des photos de sa livraison, mais c'est un pavillon d'entrée pour la caserne, une ancienne caserne militaire que vous voyez derrière, française, qui est désaffectée et qui en fait récemment a été réinvestie par une association pour y créer un centre d'art contemporain où la ruine est conservée telle qu'elle est, mais où on a une série de projections d'œuvres d'art contemporain à l'intérieur. Et donc la commande était de signifier un petit peu l'entrée par un nouveau porche d'entrée. Donc la curation liée à cette exposition, c'est la chute des empires. Donc nous, on a un petit peu mis en relation tout ça, cette exposition, le thème de cette exposition, les matériaux disponibles, pour créer ce petit pavillon qui est fait de roches sciées à même la falaise, qui sont en fait, ça a été évoqué tout à l'heure, le musée d'art contemporain le musée du vin, pardon, à patrimoine de Gilles Perrodin. Voilà, donc ça c'est les chutes de pierre qui restaient du sciage. Entre-temps, l'entreprise a fait faillite, malheureusement, qui sciait cette pierre, et il nous restait quelques tas de pierres, de cette opération qui, dans un site. On a su les réutiliser pour montrer et tenter de montrer aussi à la commune
la vraie qualité de cette pierre calcaire qui est comme un marbre quand elle est exploitée de la sorte. Et les piles sont montées à sec, avec une surface de contact la plus parfaite possible, et une structure métallique sur la fin permet de mobiliser une faible partie de leur poids pour éviter que la toiture, cette tôle métallique, ne s'envole. Et du coup, on voit l'association des deux matériaux entre eux qui travaillent une fois de plus pour ce qu'ils savent faire. L'acier permet de porter de manière extrêmement fine, de franchir de manière extrêmement fine, et la pierre calcaire, elle, résiste au vent et aux charges verticales. C'est encore d'autres photos de l'évolution de notre chantier qu'on pense photographier très bientôt. C'est un autre pavillon qui signifie une entrée pour cette exposition qui est en fait itinérante dans les rues de Bonifacio, et où cette fois l'obligation de démonter rapidement, parce qu'il y a des commerces autour, nous oblige à travailler avec un matériau beaucoup plus léger. On s'est une fois de plus intéressé à comment historiquement on construisait à Bonifacio, et on s'est dit oui, il faut un matériau très léger, local, rapide à démonter, mais on peut très bien détourner sa fonction, sa vocation, et construire comme construisaient les paysans autrefois, en empilant simplement le matériau. Ça nous a poussé à concevoir un mur en bois massif, tout simplement empilé en tas de charges, comme les constructions que j'ai pu vous montrer dans le passé, et qui génèrent les murs et les ossatures de ces pavillons. Vous voyez donc à gauche un pavillon qui reçoit une œuvre d'art vidéo, donc, qui doit être totalement noir, et l'autre un cheminement d'accès aux étages supérieurs de la caserne. Voilà, donc je vais laisser la parole à Michel qui va essayer un petit peu de conclure et de clarifier les choses sur lesquelles je n'aurais pas été forcément clair. Donc, en fait, voilà, l'idée de cette présentation, c'était finalement de faire un balayage de nos projets assez succinct, sans trop rentrer dans les détails, mais finalement, pour montrer la manière dont systématiquement on appréhende le territoire comme matière à projet. On essaye vraiment à chaque fois d'avoir une posture on va dire, sensible vis-à-vis du paysage, mais aussi militante vis-à-vis du contexte social, du contexte culturel. On essaye finalement d'avoir une attitude qui vise à ancrer cette manière de faire et cette manière de voir les choses dans les consciences collectives. Pour conclure, je vais vous montrer encore quelques petits points qui nous semblent importants. Des petits projets comme celui-ci, là, c'est un projet de passerelle où, en fin de compte, on a souhaité, par la matière, cette fois-ci, nouer un lien, un dialogue avec le paysage, avoir une attitude extrêmement modeste vis-à-vis du paysage, tout en essayant de le magnifier, de le mettre en valeur. La mémoire du lieu, c'est quelque chose aussi qu'on a pu voir à travers nos projets, mais qu'on essaye systématiquement d'avoir à chaque fois en travaillant les ancrages et aussi un dialogue avec le paysage qui se veut, malgré l'architecture contemporaine qu'on met en œuvre, extrêmement perceptible, ce lien avec l'histoire des lieux extrêmement perceptible. Donc l'ancrage qui est aussi vraiment quelque chose de très très important pour nous, sur lequel on s'attarde systématiquement pour chaque projet. Également la réinterprétation contemporaine des éléments architectoniques. C'est une manière, encore une fois, de créer un dialogue avec les éléments qui nous entourent.
La réinterprétation typologique aussi, c'est quelque chose qu'on met en œuvre systématiquement et qui, au fil des lieux, au fil des histoires, au fil des territoires sur lesquels on a la chance d'intervenir, eh bien, on essaie encore une fois de raconter un petit morceau de l'histoire des lieux. Pour terminer, le dernier projet que je vous présente, c'est sûrement le projet qui nous tient le plus à cœur, parce que c'est la construction c'est nos bureaux, donc à Corté, qui se situe dans un petit village, de bergerie qui est aujourd'hui en partie abandonné. Et on est venu en fin de compte réutiliser les pierres d'une construction effondrée, un peu symboliquement pour monter la structure de notre bureau, donc du bureau de Orme. Et pour terminer, je vais vous lire un texte qu'on a écrit quand on a créé l'agence en 2014. C'est un texte qui est en langue corse, donc je pense que vous n'aurez pas de difficulté à le comprendre, mais qui est, on va dire, qu'on vit un petit peu comme un credo, c'est-à-dire on avait besoin, quand on a créé l'agence, de se donner une ligne directrice. On avait besoin de se donner on va dire des valeurs communes, et c'est des valeurs communes qu'on s'est données un petit peu autour de ce nom Orme, et qu'on a voulu développer un peu plus loin dans ce petit texte. Donc l'orma, perché l'architettura è un'emica giustulazione di construì, è un indice. L'orma marca, lascia una traccia che franca il tempo che passa, testimonio di un'epica, di una maniera di pensare, di una maniera di campare e di fiediare il mondo. L'orma ferma, ancorata in terra, e mostra un passeggio in natura, un passeggio di l'uomo in un pianeta. L'orma ci fa immaginare, sognare di ciò che è passato qui. L'orma è a nostra coscienza, una responsabilità verso di un mondo d'odie e di generazioni future. L'orma è una scelta che ci invita a riflessione e a giustezza d'ogni gesto. Grazie a tutti. Stai anche tu? Vieni a sederti qua. Siamo in piedi. Siamo in piedi. Siamo in piedi. Vai. Penso che questa presentazione del lavoro dei nostri amici abbia sollevato nel pubblico pensieri, curiosità, domande. Barbara ha pronto un microfono, diciamo, il primo passo starebbe a voi, no? Il senso di invitare i nostri amici, loro come in altre occasioni, proprio per sollecitare voi, il pubblico, a fare domande. Quindi vi invito, ecco, vedo che qualcuno ha già accettato. Bonsoir, je suis Luciano Bonetti, je suis un architecte d'Ost. Je voulais vous demander qu'est-ce que signifie mémoire rétinienne, s'il vous plaît, parce que vous avez parlé de mémoire collective, et donc je pense la rétine, je pensais aux yeux, quelque chose comme ça. Il faudrait pour moi votre explication, s'il vous plaît. Et puis je voulais encore vous dire que j'ai bien apprécié une espèce de éducation architecturale envers votre pays, votre région. Et ça est une chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Bonsoir. Alors, la mémoire rétinienne pour nous, c'est, comme vous l'avez bien signifié, c'est l'œil. Et c'est que pour nous, ce qui est important, c'est que
lorsque, au premier coup d'œil, on regarde un bâtiment, ça rejoint aussi la mémoire collective, mais ça parle d'espaces déjà construits, de patrimoine, d'un lieu, etc. Donc c'est vraiment le premier coup d'œil, la rétine, voilà, c'est ce qui est de plus cher à l'œil. Exactement, exactement. Merci à vous. Sandro, hai fatto così? Ma la memoria, questo che si imprime nella retina e poi rimane nella memoria, non è più, penso che un po' questo è il passaggio, non è più quello che si imprime nella retina. Giusto? Cioè, credo che il vostro lavoro mostri questo, non è una immediatezza, non c'è questa immediatezza, è la forza del vostro, in alcuni casi soprattutto del vostro lavoro, no? E questo credo che sia molto postmoderno come atteggiamento mentale, domando. Nous, on ne dit pas postmoderne, on dit... Come lo chiamate? Non sto parlando di uno stile, evidentemente, tutto fuorché quello, no? Pour nous, on est plutôt dans un style régionalisme critique. Parce qu'il y a la réinterprétation, il y a l'extrapolation de chaque élément. Sì, però quando puoi tornare indietro, l'osservatorio, cioè, questa operazione non c'ha nulla a che vedere né con i concetti del regionalismo critico, no, né è proprio un'operazione di astrazione di un dato, cioè questa immagine che ti si imprime nella memoria e poi tu fai un progetto che è completamente diverso per destinazione, per materiale, no? Forse c'ha un rapporto tra un modo di insediarsi, per esempio? C'est Però ça. appunto, capito? Questo che mi interessa di più, credo che sia la cosa più interessante, come progettare oggi in un luogo con attenzione, come avete detto voi, a quel luogo, alla sua storia, ai suoi materiali, alle sue forme, ma continuamente prendere una distanza, cioè andare Più lontano. domani. Sì, provo a dire. C'est ça, en fait. Merci pour cette précision, mais ce qu'on essaye de faire et ce qu'on évoque, par exemple, dans ces illustrations, c'est qu'il y a un côté, effectivement, d'enseignement et de comment est-ce que dans un territoire où les gens ne sont pas forcément éduqués à l'architecture contemporaine, comment est-ce qu'on vient leur raconter une histoire qui les touche, qui vont trouver tout de suite légitime. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, on se sert finalement de ces éléments qu'on a tous dans notre mémoire, dans nos yeux, etc., pour créer comme une sorte d'évidence. C'est-à-dire, on voit ce bâtiment-là et ça ne pose pas question. Ça évoque tout de suite des choses qu'on a directement en tête. Et il y a aussi, dans le cadre de nos recherches, vu qu'on essaye systématiquement de créer du lien avec ce qui nous précède, dans nos recherches, le rapport au paysage, le rapport à l'ancrage au sol, le rapport à la proportion aussi, sont directement inspirés de ces éléments-là, mais effectivement, on fait une sorte de tri, c'est-à-dire qu'on ne prend pas tout pour le refaire à l'identique, mais on adapte aussi notre réflexion architecturale et paysagère aux réalités techniques, aux réalités économiques du moment. Par exemple, ces observatoires, le choix qui a été fait de les faire en bois, c'était d'une part pour soutenir la filière locale, qui était
en mauvais état, on va dire, qui n'était pas très reluisante. Mais c'était aussi pour répondre à un besoin technique, c'est-à-dire de faire des éléments qui étaient héliportables, transportables dans des endroits un peu reculés, parce que ce sont des observatoires pour le parc naturel, pour le cerf. Et donc, on a choisi ce matériau-là, tout en gardant un petit peu en tête qu'on souhaitait avoir une matérialité qui, en termes de colorimétrie, en termes de patine, allait générer un lien avec d'autres éléments architecturaux qu'on peut croiser dans la montagne corse, mais qui sont d'une toute autre nature. Oui, mais moi, si je voudrais juste rajouter 2 petits mots, par exemple sur les observatoires. Quand on a mis en place les observatoires, on connaissait cette tour historique, comme d'autres en Corse, parce qu'il y en a plusieurs. Mais enfin, notre idée, ce n'était pas de faire la même. On a eu une contrainte, quand on a fait les observatoires, c'était de les fonder. Parce que pour pas qu'un élément comme ça, il s'envole, enfin, il se renverse avec le vent, parce qu'ils font 1,50 m, c'est un carré d'1,50 m en pied, et certains vont jusqu'à 6,50 m de haut. Et ce qu'on a surtout utilisé, c'est la logique constructive des anciens, c'est-à-dire que au lieu de ramener des plots en béton, puisqu'on avait besoin de 2 tonnes à chaque pied, donc c'est-à-dire 4 fois 2 tonnes pour fonder ces observatoires, on s'est dit comment faisaient les anciens? Ils se servaient des rochers. Ils se servaient vraiment du rocher sur place, ils se fondaient dedans. Et c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on est monté avec une machine, on a fait des tests d'arrachement pour savoir combien on avait sur chaque pied, et on s'est aperçu qu'en moyenne, on avait minimum 4 tonnes à l'arrachement sur chaque site. Donc on était bien au-delà de ce qu'on avait besoin. Volevo aggiungere, se non ci sono domande urgenti, no, volevo aggiungere questa considerazione. Che a me sembra molto interessante il concetto della legittimazione, il fatto che voi cerchiate nell'immaginario locale del passato e al tempo stesso del già visto, delle tecniche costruttive, ma anche dei colori, un qualche cosa che anche persone, voi dite, non educate all'architettura possano cogliere attraverso un processo appunto che vi legittima. Mi chiedevo, mi pare di aver letto che uno di voi è anche parte di questa Maison de l'Architecture Corse. Mi chiedevo che ruolo ha, perché in fin dei conti per noi non è una cosa così usuale avere delle associazioni che si occupino, se ho ben capito, di veicolare i messaggi dell'architettura contemporanea e quindi anche di educare le persone. Che ruolo ha? È un ruolo importante in Corsica, forse è questo anche che permette ai giovani studi di riuscire così bene come voi? Merci pour la question. Oui, donc c'est vrai que je fais partie aussi de l'association de la Maison de l'Architecture de Corse. Donc en France, chaque région a une association qui s'appelle la Maison de l'Architecture, qui a une action qui est complémentaire de celle de l'ordre, qui est plus une action de sensibilisation, effectivement, par l'intermédiaire d'expositions, par l'intermédiaire aussi de travaux organisés avec des étudiants de certaines écoles qui viennent sur le territoire donc pour travailler sur des thèmes divers. Mais effectivement, il y a cette notion donc d'éducation du public. La Maison de l'Architecture de Corse s'occupe aussi de faire un prix pour tous les 2 ans pour mettre en valeur les jeunes architectes corses. Donc c'est un prix qui a été copié sur copié entre guillemets, qui a été calqué sur le prix national du ministère de la Culture qui s'appelle les AJAP. Et c'est une manière de mettre en lumière, de montrer qu'on n'est pas parce qu'on est dans un territoire rural. En fait, en Corse, l'éloignement des grandes métropoles françaises fait qu'on a toujours un petit peu ce complexe de se dire on est un peu des paysans et on sait moins bien faire que les gens des villes. Et en fait, la Maison de l'Archi, elle a pour but de montrer que aussi dans les petits territoires ruraux comme les nôtres, eh bien, on a ces savoir-faire, on a une sensibilité particulière
certaines fois un petit peu même différentes de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Et c'est ça aussi le rôle de cette maison de l'architecture. Volevo chiedervi un'altra cosa. A un certo punto, Jean-Mathieu, mi sembra, hai mostrato una serie di immagini all'inizio del tuo racconto e hai detto educazione delle imprese. Educazione delle imprese e cantiere sono legate le due cose però, come luogo di sperimentazione. Questo vuol dire che le imprese non hanno questa cultura e questo spirito e che in effetti tutti i vostri lavori, il costruire, il processo del costruire sperimenta sempre qualcosa o la mescola di diversi materiali o l'uso decontestualizzato di un materiale. Cioè, allora, a me interessa molto questo, mi interessa soprattutto perché è anche va contro una sorta di luogo comune, no? Che dagli artigiani si impara. Fai un equilibrio di queste cose, nella vostra esperienza perlomeno. En réalité, la matière, aujourd'hui, globalement, a un peu changé, mais on a de nombreux matériaux qui restent les mêmes, mais qui ont été un petit peu écartés de la construction par d'autres techniques constructives un peu standardisées qu'on retrouve. Et forcément, sur les questions, principalement sur les matières minérales, les artisans aujourd'hui, très nombreux, se sont tournés vers le marché et les lois du marché en utilisant, comme de partout, ces techniques constructives standardisées. Néanmoins, puisque ce que vous avez vu dans la conférence, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de retrouver du lien entre ce qui se faisait avant et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ce lien, il passe obligatoirement par l'expérimentation. L'expérimentation, elle ne peut pas se faire non plus sans l'artisan. Là, en l'occurrence, les échantillons que vous voyez là, on est dans les locaux d'une entreprise qui va peut-être, on l'espère, jouer le jeu de répondre à notre appel à projet plus tard. C'est un petit peu un premier échange, une façon de... Alors on parlait pour le bois de recréer des filières, là c'est presque les créer, c'est venir discuter avec un artisan qui a une sensibilité à l'architecture qu'on a pu expérimenter peut-être lors d'une rencontre et venir commencer à discuter d'un projet ensemble. Dire, nous on aimerait mettre en place ce type de matériaux en utilisant telle matière. Néanmoins, aujourd'hui, ça ne se fait pas trop. En plus, toute la réglementation va contre nous, puisque ces bétons-là sont non normés et c'est très, très problématique de finalement les utiliser. Donc, il faut aussi trouver une entreprise ou un artisan courageux, capable de mettre en place cette technique. Et en général, ça va un petit peu... C'est une collaboration qui débute dès les esquisses ou du projet, en fait, avec les artisans. Et souvent, on se rend compte que l'artisan qui est prêt à jouer le jeu, qui est prêt à collaborer sans une quelconque rémunération assurée, qui veut juste participer à cette méthodologie, finalement, c'est qu'il a déjà une forme d'engagement qui va lui permettre de mener à bien la mission qu'on espère. Et c'est cette collaboration très étroite qui nous permet d'arriver à mettre en place toute la philosophie qu'on a essayé d'exprimer et qui est fondamentale dans notre approche, quoi. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on évoquait là, c'est que on a la chance quand même d'être dans une région où les gens sont attachés à leur territoire, ils sont attachés à leur paysage.
Il y a eu énormément d'abus et de mauvaises choses qui ont été faites ces 40-50 dernières années. Énormément de gens en sont conscients. Et donc, parmi les artisans, parmi les entreprises, il y a aussi des gens qui ont envie de changer les choses, de changer de paradigme, d'aborder la construction d'une nouvelle manière, de par aussi cet attachement qu'ils ont par rapport au territoire sur lequel ils vivent. En fin de compte, c'est un échange, on va dire une sorte de collaboration, mais c'est aussi, ça passe aussi beaucoup au début par de la narration, ça passe par une manière de raconter les choses et de leur faire comprendre que toutes ces expérimentations, ces réflexions vis-à-vis des systèmes constructifs traditionnels en opposition au système constructif générique, eh bien, c'est vertueux pour tout le monde et aussi ce le sera pour leurs enfants. L'ultima domanda però la devo fare. Ma Alicia è d'accordo con voi su tutto questo? Vi capisce e voi la capite? Perché lavorare in 4 non è... E questo è anche un altro aspetto. Grazie mille. Ci salutiamo, grazie così. Grazie.